l'accélération de Raka. Personne ne va le revoir. Liberty Raka. Et le nouvel essai. Et le nouvel essai pour la SM Clermont-Auvergne. Salut et bienvenue dans la saison 3 du podcast Ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM Clermont. Avec moi aujourd'hui pour cette première de la saison 3, Christophe Buron et Arnaud Clerc. Messieurs, bonjour. Salut Martial, salut à tous. En pleine forme, j'imagine? Ah oui, ça va. La trêve a été un peu longue, mais bon. Effectivement, on va en parler d'ailleurs. La question du jour, elle est simple. Est-il raisonnable de faire débuter le top 14? Un tour de table rapide, Arnaud? Raisonnable, oui, et pragmatique, d'autant plus. Christophe? Raisonnable, je ne sais pas, mais nécessaire, oui. Alors raisonnable, on peut quand même se poser la question, Arnaud, parce qu'une semaine avant la reprise du top 14, un club comme le Stade Français ne s'entraînait toujours pas avec son effectif complet. Il y a une dizaine de joueurs même qui souffraient de lésions pulmonaires, et pourtant il faut débuter le championnat. Il faut débuter le championnat, oui, parce que c'est Paul Gauze le disait aujourd'hui, le président de la Ligue nationale de rugby. C'est vital, c'est absolument vital pour l'économie des clubs. Si le championnat ne repart pas, il y a énormément de clubs du top 14 qui risquent peut-être de disparaître. Donc oui, il est plus qu'évident, évident. C'est toujours délicat de dire ça par rapport au contexte sanitaire, mais il est raisonnable de rattaquer le championnat, bien sûr avec des règles sanitaires strictes, des protocoles stricts. Mais oui, je pense qu'il faut rattaquer. Ouais. Sur la même longueur d'onde, Christophe, parce qu'on va rappeler quand même qu'il y a pas mal de clubs qui ont été touchés. Le Stade Français, donc on en parlait, Grenoble, Béziers, Lyon, Montauban, Toulouse récemment et Clermont, bien évidemment. Je pense qu'il faut faire un distinguo entre les clubs qui ont quelques cas, qui se comptent sur les doigts d'une main. Là, je pense que c'est assez facile d'isoler et de détacher un groupe qui continue à s'entraîner. Le cas du Stade Français est quand même un cas à part. Il est même unique pour l'instant. Autant de joueurs touchés qui ont mis fin à tous les entraînements pendant très longtemps, tout ce qui était collectif. Donc il faut vraiment faire la différence, quoi. Donc, on va rappeler qu'à Toulouse, il y a eu un cas. À Clermont, il y a eu un cas. C'est ça. Il y a eu un cas à Clermont, il y en a eu à Agen, je crois. Au Loup, il y a eu un premier cas. Et puis apparemment, il y en aurait eu deux autres la semaine dernière, ce qui a fait qu'il a fallu annuler le match de préparation contre Clermont au Michelin. Mais pour revenir à la question, c'est une nécessité absolue sur le plan économique. Sinon, on va vers une catastrophe industrielle sans précédent dans ce sport. Mais donc, ça veut dire qu'on ne tient pas compte de l'argument sanitaire, on va dire? L'argument sanitaire, si, dans la mesure où, comme je dis, il s'avère qu'il y a 3-4 clubs qui se retrouvent dans la situation du Stade Français avec autant de cas de Covid et autant de... Après un moment, en plus, on a des problèmes de santé assez importants. Là, on en reparlera, mais pour moi, à ce jour, un seul cas ne doit pas avoir pour conséquence d'arrêter et d'annuler le match qui concerne cette équipe. Il suffit d'isoler le cas, de tester les autres, évidemment. Il ne s'agit pas de faire jouer. Je n'ai pas dit qu'il fallait faire jouer des joueurs qui seraient positifs. Il faut maintenir les tests à 72 heures. Il faut que chaque membre du staff et des 23 qui seront sur les feuilles soient testés de manière très stricte et qu'il y ait une vraie discipline à ce niveau-là pour le match du week-end. C'est ce que tu expliquais d'ailleurs dans Sport Auvergne, je crois, ce matin, à savoir que les joueurs de l'ASM Clermont seront testés jeudi, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça? Jeudi en fin d'après-midi, j'imagine. Sachant que le match a lieu dimanche soir. A lieu dimanche soir. Donc dans ce cadre-là, je pense que même de toute façon, c'est à partir de 3 cas parmi le groupe qui le match est reporté. Donc voilà, effectivement, la Ligue a décidé tout à fait. Le report du match plutôt que le forfait. Ça, c'est une autre question. Ça, on pourrait en débattre aussi. Oui, parce que vu l'état du calendrier... Là, c'est un risque. C'est un risque pour la Ligue sur un nombre important de reports. S'il devait y avoir une multiplication des reports de matchs au fur et à mesure des journées, là, on pourrait aller vers quelque chose de très, très ennuyeux. Ça pourrait mettre en l'air et fusiller complètement la saison. Arnaud ? En l'état actuel des choses, je crois que, comme je te disais, il faut être pragmatique. En l'état actuel de l'avancée de l'épidémie en France et dans les clubs de top 14, on peut encore jouer. Évidemment, si la situation empirait, il faudrait réfléchir à tout ça. Mais c'est Pierre Mignoni qui le disait justement. On verra à Noël, on verra selon l'avancée de l'épidémie, mais pour le moment, on joue, quoi. On essaye de revenir le plus possible à une situation normale, entre guillemets. Là encore, c'est des mots qui sont
Mais est-ce que vous n'avez pas peur qu'on joue un peu avec le feu? Parce que la crise du Covid, on l'a vu, elle a aussi favorisé les tensions entre la FFR, la fédération, et la Ligue par rapport au match de l'équipe de France. Oui, il y en avait déjà, oui. Il y avait déjà pas besoin de ça. Non, la vraie question est de savoir que c'est prendre des risques. Toi, tu veux parler au niveau du public. C'est vrai que le problème du rugby, c'est que c'est pas le foot, quoi. Il ne peut pas se permettre de jouer à huis clos. Même à 5000, c'est pas viable. Financièrement, les clubs s'en sortiront pas sur le court, voire moyen terme. Mais oui, parce qu'on va rappeler, on l'a déjà dit, mais que le foot dépend beaucoup des droits télé. C'est pour ça que le foot a repris quasiment sans problème, parce qu'ils peuvent jouer à huis clos. Alors que le rugby, ça dépend beaucoup de la billetterie. C'est pour ça qu'on a fait la Ligue des Champions à Lisbonne au foot, que le championnat redémarre avec 5000 spectateurs, mais au rugby, c'est pas possible ça. Non, la perte financière est trop énorme si le rugby devait reprendre ou même s'arrêter. Parce que, alors, s'il s'arrête, bon, on peut toujours remettre les joueurs en chômage partiel. Mais ça coûte quand même un peu d'argent. C'est pas tout pris en compte par l'État. C'est pas des salaires classiques, entre guillemets. Hein. Mais huis clos, on n'en parle pas. Mais même à 5000, je pense que les clubs seraient dans une très très grande difficulté si ça devait perdurer au-delà du 31 octobre. Enfin, déjà sur ces 2 mois qui arrivent, là, ça va être un manque à gagner énorme pour les clubs. Oui, alors pour donner un ordre d'idée, j'avais lu une interview de Didier Lacroix, le président du Stade Toulousain, qui lui parlait d'un manque à gagner d'environ 1 million d'euros pour un match de Coupe d'Europe. On sait qu'il va y avoir des matchs de Coupe d'Europe dans 15 jours, si je ne dis pas de bêtises. Et 300 000 euros pour un match de top 14. Oui, c'est à peu près le même schéma, à peu près Clermont. C'est les mêmes affluences, à peu près le même contexte, le même environnement. Ouais. Donc c'est vrai que pour moi, c'est vital financièrement que le top 14 reprenne. Même si c'est dans des conditions particulières, il faut que le jeu reprenne, quoi. Et puis même pour les supporters, même moralement, j'ai fait l'opposition qu'il y a eu entre Clermontois samedi, j'ai fait un peu le tour des tribunes avant le match. Oui, on qu'il y avait un match qui était prévu entre le Loup et l'ASM et que ça n'a pas pu se faire. Il y avait 5263 spectateurs exactement. Pour avoir discuté avec beaucoup de supporters, ils étaient heureux d'être là, tout en ayant conscience de respecter un maximum les protocoles sanitaires. Mais ils étaient vraiment heureux d'être là, de retrouver le stade, de retrouver un peu de vie. Et c'est aussi important moralement pour les supporters. Après, il y a aussi les joueurs. Je pense que ça peut peser psychologiquement. Enfin, je me souviens d'avoir... on a rencontré Morgane Parra il y a à peu près une dizaine de jours et on sentait bien à travers cette interview que voilà, c'était vraiment quelque chose qui planait au-dessus de leur tête. Je crois que les joueurs ont conscience qu'ils vont vivre une saison qui ne va pas être comme les autres. Bon, ils ont déjà eu une saison amputée qui s'est arrêtée brutalement dans le mur. On ne va pas y revenir. Mais celle qui arrive va forcément être particulière et je pense qu'ils croisent tous les doigts qu'elle aille au bout, mais ça personne ne sait. Et elle va être inédite parce qu'il peut y avoir des reports de matchs qui vont tomber l'éveil ou l'avant-veille, quoi. Avec ces tests, moi, à mon avis, le moment crucial, ça ne va pas être les compos d'équipe, ça va être les résultats des tests de Covid à 72 heures. Là, il va falloir regarder la feuille et ils vont transpirer les staffs pour pas qu'il y ait de cas positifs à 72 heures de match. Hein, mais alors, du côté des présidents, on peut comprendre, mais est-ce que, à votre avis, du côté des joueurs, ils ont envie, voilà, ils sont favorables à la reprise? Ah, mais ils sont favorables parce qu'ils savent que leur job est en danger. Hein. C'est comme dans toute entreprise. Hein. Économiquement, si ça se casse la figure, ils peuvent se retrouver chômeurs du jour au lendemain. Il faut appeler un chat un chat. Hein. C'est pas encore arrivé qu'un club mette la clé sous la porte, mais qui dit que dans 2 mois, on ne sera pas envisagé que certains clubs sont en très 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 grande difficulté, voire en danger par rapport à ça. Hein, donc finalement, ça souligne la fragilité de l'économie des clubs de rugby en France, parce que je crois que c'est Didier Lacroix, toujours lui, que je cite le président du Stade Toulousain, qui disait si on n'a pas d'aide, d'ici 3 mois, on va fermer. C'est une manière de mettre un peu aussi la pression sur les institutions, notamment sur le gouvernement. Ils espèrent récupérer les exonérations de charges salariales, ce qui ferait quand même économiser pas mal. Je crois que à l'échelle d'un club comme Clermont, ça serait pas loin de 300 000 euros par mois, quoi, par exemple, en récupérant, en étant exonéré des charges sur les salaires. Mais ça ne compense pas tout, quoi. Ça peut durer 1 mois, 2 mois, parce que c'est un club solide aussi. Hein. On parle d'un club comme Clermont, c'est des fondations. C'est appuyé, il faut reconnaître, à une entreprise qui assumera, à mon avis, s'il devait y avoir des
des accidents et des sorties de route. Mais c'est pas le cas de tous les clubs. Mais c'est pas le cas de tous les clubs, loin s'en faut. D'ailleurs, le président Guillon l'a souligné, il y a des clubs pour qui ça pourrait être des grands dangers beaucoup plus tôt que pour... Et puis il n'y a pas que les clubs de top 14, les clubs de Pro D2 sont aussi concernés. Tout à fait. Mais alors si on considère que le coup d'envoi du championnat, donc début septembre, c'est-à-dire dans quelques jours, là, est risqué compte tenu du contexte sanitaire, est-ce qu'on n'aurait pas pu envisager peut-être une nouvelle formule du championnat, peut-être en décalant un petit peu, sachant que le contexte sanitaire est délicat? Est-ce qu'on ne peut pas reculer? Alors bon, après, il y a l'histoire du calendrier. C'est le manque de réactivité et de prise de décision des instances, et notamment de la Ligue, par rapport à ça. Parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de plan B quand même. C'est ce que demande Franck Azema, c'est ce qu'il a demandé récemment, est-ce qu'il n'aurait pas fallu trouver une autre formule, parce qu'on commence à entendre, il y a des bruits qui courent sur peut-être de geler le top 14, de ne pas avoir de descente et de montée. C'est ce qui s'est déjà passé sur la saison précédente, qui s'est stoppée, on l'a dit, au mois de mars. 2 années de suite, c'est pas viable. Il faut se mettre à la place des clubs de Pro D2 qui visent qui ont l'ambition de monter, mais pour des raisons sportives, mais aussi parce que financièrement, ils ont besoin de monter. Je pense à des clubs comme Perpignan, par exemple. Ceux-là, si pendant 2 ans, on leur dit non, vous finissez premier, ça va servir à rien, c'est juste une médaille en chocolat, non, c'est pas possible. Et puis, il y avait peut-être moyen pour rejoindre ce que disait Franck Azema et ta question, c'est qu'il aurait peut-être fallu réfléchir à une autre formule, à un plan B, pour justement, en cas de difficulté majeure sur le plan sportif, d'aller vers peut-être 2 poules l'année prochaine. Enfin, il faut anticiper. Et l'anticipation n'a pas été le fort, visiblement, des gens qui dirigent. Une dernière question pour finir ce débat. Quid de l'équité sportive? Imaginons que le championnat débute, qu'il y ait des cas qui commencent à apparaître dans certains clubs. Il y a peut-être des clubs qui ont un banc plus profond. Je pense notamment à l'ASM au Stade Toulousain. Oui, mais c'est à chaque club de mettre l'accent sur... et d'alerter les joueurs, parce que bon, je pense que à l'intérieur des clubs, tous les clubs jouent le jeu, et puis il y a des règles très strictes qui sont respectées. C'est de la responsabilité des joueurs en dehors, et ça on ne peut pas être derrière chaque joueur. Après il y a une part de malchance quand même, ils sont pas dans une bulle comme les joueurs de la NBA, quoi. Tout à fait, et après nul n'est à l'abri, ça peut arriver à tout le monde. Le seul truc qui risque de poser un petit peu, qui peut faire grincer les dents, c'est les fameuses dérogations sur les jauges dans les stades, qui ne seront pas les mêmes selon que vous habitez à Toulouse, à Paris, à Clermont, à Agen, à Brive ou à Toulon. Le manque d'équité là-dessus. Oui, on va rappeler que la jauge est fixée pour l'instant à 5 000 et qu'il peut y avoir des dérogations. Et il a été bien précisé par le Premier ministre que s'il y avait des régions qui aujourd'hui dans le rouge, qui pourraient passer même dans le rouge violacé. Oui, il est hors de question que la jauge soit... Non, même 8 clos. Il supprimerait les 5000. Oui. Comme à Paris, qui est dans une zone rouge où il y a un risque certain d'augmentation des cas de Covid. On peut s'attendre à ce que le Stade français ou le Racing joue à 8 clos. Joue à 8 clos. Et c'est vrai, Christophe le soulignait, le manque d'équité, il est plus là que sur des cas de Covid. Ça, c'est malheureusement aléatoire dans les équipes. Mais les jauges, on sait par exemple Toulon dans le Var est en zone rouge, Paris en zone rouge, alors que Clermont en Auvergne est beaucoup plus épargné. Et le manque d'équité est là. Ouais. Donc ça veut dire qu'on peut s'attendre à une jauge à 8, 9, voire 10 000 pour la réception du Stade Toulousain dimanche. Là aussi, les institutions peuvent prendre des décisions, mais ça dépend tellement des décisions préfectorales, de l'ARS, qui a une part importante dans tout ça. Et en espérant qu'il n'y ait pas un cas positif. En plus, oui. On apprenne ça jeudi ou vendredi. Ok, messieurs, merci. C'est la fin de ce débat. Dans un instant, le quiz. On va reprendre les bonnes habitudes. Mais avant cela, les tops et les flops. Là aussi, on ne change pas les bonnes habitudes. Ton top, Arnaud, s'il te plaît. Alors, mon top, c'est Sébastien Bézi, qui pour le moment a démontré qu'il était bien dans le coup, qu'il était bien entré dans sa saison en match de préparation contre Bordeaux et voilà, et où il avait Morgan Parra était absent contre Bordeaux à Tulle et il a bien pris les clés du camion, il a bien animé le jeu. Il a marqué un essai. Là, samedi, en opposition interne, il a joué en 9, en 10. Il a montré qu'il avait des cannes. Il a notamment... C'est un peu plus anecdotique que la confrontation contre Bordeaux, mais
Il a marqué un essai de 80 mètres, il a montré qu'il avait les cannes et pour le moment c'est vraiment la recrue clermontoise la plus satisfaisante sur les minutes de jeu qu'on a vues. Christophe, ton top? Eh bien, c'est samedi, à la coopérative de mai. Ce ne sont pas les concerts qui ont repris, hein, mais c'était la liste d'opposition à l'élection à la Fédération française de rugby contre Bernard Laporte, qui aura lieu, donc l'élection qui aura lieu le 3 octobre. Il y avait la liste donc, de Florian Grill qui tenait le premier de ses 25 meetings qui sont prévus dans les semaines à venir avant l'élection. Et j'ai trouvé que leur débat était bien rodé. J'ai trouvé des discours incisifs. Et surtout, c'est pour ça que c'est mon top, parce que je ne voudrais pas prendre parti forcément pour l'une ou pour l'autre liste, c'est qu'ils ont résisté à la tentation de s'attaquer à l'homme, comme les incite Bernard Laporte par ses propos et ses sorties verbales, où il s'est beaucoup attaqué à certaines personnes de cette liste d'opposition. Pas très fair play. Et je trouve que même s'ils disent les choses de manière incisive et assez virulente, mais sans attaquer l'homme, j'ai trouvé que l'attitude de Florian Grill et de ses colistiers, ils étaient nombreux samedi ici à Clermont, était beaucoup plus fair play. beaucoup plus dans les valeurs du rugby. En face. Tout à fait. Le flop, Arnaud. Alors le flop, c'est malheureusement un nouveau drame qui s'est produit ce week-end dans le monde du rugby avec le décès sur un terrain à Saint-Gaudens de deuxième ligne qui s'appelait Peter Janico. Malheureusement, c'est encore une fois c'est un drame de trop. Donc là aussi à la suite d'un plaquage. À la suite d'un plaquage, oui, sur une touche, le deuxième ligne se fait plaquer, il se relève et puis il s'écroule tout d'un coup, arrêt cardiaque. Les sapeurs-pompiers n'ont pas pu le réanimer. Oui, ça rappelle que le rugby est malheureusement un sport dangereux et il faudra bien que les instances planchent sur le sujet encore plus et que ça ne soit pas un nouveau drame, des nouvelles condoléances. On pense à la famille, non, il faudra des actions. Parce que là aussi, c'est important pour le rugby. On constate qu'il y a un nombre de licenciés qui s'effondre d'année en année. Là, on était à moins 54 000. Et oui, faudra rassurer un maximum les parents et rassurer les parents pour que les enfants, pour qu'ils mettent leurs enfants à l'école de rugby. C'est prendre des mesures. Voilà, tout simplement. Je mettrai juste un petit bémol, c'est vrai que on n'a pas vu l'action de cet accident, mais bon, s'il y a un effort à faire, pour moi, c'est le médical, quoi. C'est avant d'attaquer cette pratique du rugby, c'est de se mettre en garde par rapport à toutes les pathologies que pourrait avoir. Un examen complet de chaque joueur. Que ça aille beaucoup plus loin parce que les accidents arriveront toujours. Et donc de faire de la prévention en quelque sorte. Bien sûr, parce que est-ce que là c'est un plaquage dangereux? Est-ce que c'est l'acte d'un adversaire qui a provoqué cette mort? On ne sait pas. Hein, mais est-ce que c'est un problème cardiaque qui existait avant? Voilà, est-ce qu'il n'y avait pas une pathologie avant? C'est la vraie question, elle est là aussi. Christophe, ton flop? Mon flop, on en a parlé, hein, c'est le manque peut-être de réactivité et l'absence de plan B par rapport à un embouteillage du calendrier s'il devait se produire suite à des reports trop massifs de matchs sur les premières journées. Donc je suis assez d'accord avec Franck Azema quand il dit qu'on a eu 6 mois pour y réfléchir, ça n'a pas été fait. Enfin, en tout cas, rien n'est sorti des cartons pour imaginer une autre formule, un autre format de compétition au cas où on ne puisse pas jouer tous les matchs. Parce que quand j'entends Paul Gauss dire on peut peut-être s'attendre à jouer en semaine, on ne peut pas jouer tous les 3 jours par rugby. Ça veut dire qu'on n'a pas réfléchi. C'est pas possible de jouer 2 fois par semaine. Oui, on ne peut pas jouer avec la santé des joueurs. Messieurs, on termine avec le quiz. Alors ça va partir dans tous les sens, hein. C'est pas spécial ASM, je vous préviens tout de suite. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Alors, une question facile pour commencer. En quelle année le championnat de France de rugby est devenu le top 14 ? 2006. 2005-2006. 2005. 2005-2006. Exact. Depuis le passage du rugby au professionnalisme, 3 équipes ont disputé les 24 saisons du championnat. Clermont et Toulouse et Castres. Et Castres, c'est la bonne réponse. Quel joueur est le recordman du nombre d'essais inscrits en top 14 ? Ça c'est facile. Vincent Clerc. Parmi ces 3 joueurs, lequel a remporté le titre de champion de France avec 3 clubs différents ? Moscato, Simon ou Mermoz ? Mermoz, on va dire réponse collégiale. Quelle est la devise inscrite sur le bouclier de Brennus ? Alors, je vous la demande pas forcément en latin. Non, je l'ai perdu. Alors, en latin, c'est Ludus pro patria.
des Jeux pour la patrie. C'est ce qui est écrit sur le bouclier de Brennus. Qui a remporté le tout premier titre de l'histoire en 1892. Racing. Le Racing. Contre le Stade français. Non, mais Club de France. Oui, Racing Club de France. On pourrait penser au Racing 92. Quels clubs sont surnommés, alors ça je l'ai appris, les maudits du Brennus. Il y a 2 clubs qui sont surnommés les maudits du Brennus. Il y a Dax, tout à fait. Dax. Et un club qui est peut-être Brive. Pas loin d'ici, Brive. Puisqu'effectivement. Les deux ont perdu toutes les finales. Voilà, Dax a perdu ses 5 finales et Brive en a perdu 4. 3 ou 4, oui, je sais plus. 5 et 4. Quel joueur a remporté 10 titres de champion de France? C'est un record. Avec le même Vacrin. club d'ailleurs, Arnaud Vacrin avec l'AS Béziers. Armand, pardon, oui, en plus c'est Armand entre 1971 et 1984. T'étais pas né, c'est ça? Oui, c'est un moment pénible, je vis un moment pénible. Alors attends, tu vas peut-être me rattraper. Dans quelle ville le premier club de rugby français est-il né? Le Havre. Le Hack Rugby, effectivement, en 1872. J'ai encore 3 questions. Quel était le surnom de William Servat lorsqu'il était joueur? Parce qu'on parle de Toulouse. La bûche. Effectivement. Celle-là, je l'aime bien. Que doit faire... Là, t'as tes chances, Arnaud. Que doit faire un nouvel arrivant au club de Montpellier après son premier match? Et chanter une chanson? Non. Ah oui, il doit se déguiser. Non, il se déguise. Il doit se déguiser. Il doit boire une bière dans une chaussure, mais laquelle? Un crampon. Non. La chaussure de qui? De l'entraîneur? Non. Du capitaine. Du capitaine, voilà. Je ne savais pas. Bon, ça doit être un je peu savais que c'était de la bière dans une bière à la chaussette, ça doit être un peu bizarre. Allez, on termine. Quels sont les 4 clubs qui ont gagné autant de titres de champion que l'ASM? Donc à savoir dire Lyon. Il y a le Loup, effectivement, en 1932-1933. Lyon. Il y a un paquet. Alors attends. Alors il y a encore un club qui est en top 14, les 2 autres ne le sont plus depuis. Bourgoin? Non. Non, Bourgoin, 0 titre, monsieur. Non. Donc je tente. Il y a Lyon. Attends, bouge pas. Mais attends, tu parles de... Parce que... autant de titres de champion de France que l'ASM. Même sous des appellations différentes. Tu vois, le Racing a beaucoup évolué au niveau de son nom. Oui, mais... Non, là c'est... Non, il n'y a pas... Pau. Non, il n'y a pas Pau. Pas loin de Pau. Bayonne. Non, pas loin de Pau. Tarbes en 1920 et 1973. La géographie me rattrape. Ah oui, moi aussi. Alors, Tarbes, effectivement, Tarbes. Et il en reste 2. Donc il y en a un qui... Alors c'était pas sous la même appellation, mais ils sont encore en top 14. Et l'autre... Il doit y avoir Narbonne. Il doit y avoir Yann Narbonne en 1936 et 1979. Tout à fait. Orange et noir, c'est ça, les couleurs? Narbonne. Et donc le dernier club qui a autant de titres de champion de France que l'ASM, qui joue en top 14. Qui joue encore? À l'époque, c'était pas sous la même appellation. Mais qui joue encore en top 14? Oui, qui joue en top 14. Et qui a affronté l'ASM en match de préparation. Bègle en 1969 et 1991. C'est pour ça que je parlais de... 1991, c'est l'époque de la tortue, non? Oui, c'est Moscato, Laporte et Consort. Ok, les Raptous, c'est pas ça? C'est ça. Bien, messieurs, merci beaucoup d'avoir participé à ce premier épisode de la saison 3. Merci de nous suivre sur notre chaîne YouTube et sur les différentes plateformes de podcast. Merci beaucoup et à la prochaine. Ciao. Salut.